plusieurs raisons. Déjà qu'on parle de IA responsable et éthique. Donc, cette année, j'ai eu le privilège d'être invitée pour un documentaire où j'ai pu justement montrer comment quand même on a du biais dans les systèmes IA et comment les biais, c'est surtout très facilement disponible malheureusement à tout le monde. Donc, c'était un privilège pour moi d'être invitée. Aujourd'hui, on va aussi regarder les trailers. Et donc, je vous présente quelqu'un qui est vraiment, vraiment, vraiment wow. Elle s'appelle Noémie Mercier. C'est une journaliste. Je l'invite ici. Wouh! Tu peux t'asseoir. Bonjour tout le monde. C'est un peu comme être à la maison, je veux dire. Mon salon, c'est comme ça, même dimension. Il y a toujours autant de gens qui sont réunis pour t'écouter Bah oui, parler. bien sûr. Moi, j'arrive à la maison, c'est « Oh, bonjour! » Ouais! C'est ça. Alors, est-ce que tu veux qu'on essaie de montrer les trailers maintenant? Si tu veux, moi je te suis. Je te suis là-dedans. Ouvrir grand la porte à l'intelligence artificielle. C'est un outil merveilleux, mais c'est un outil qui comporte des risques. L'utilisation de l'IA va créer, reproduire ou amplifier des inégalités qui existent actuellement dans la société. Et on ne s'en rend pas toujours compte de ces biais-là. Là, tu vas cliquer puis on va voir ma photo de moi tout nu, là. C'est ça. Quand on crée des comptes liés à un garçon ou à une fille, on va avoir deux contenus qui sont totalement différents. Ça, c'est le contenu du garçon. De la fille, ça sera des produits pour nettoyer la maison. Je m'appelle Noémie Mercier, je suis journaliste. Ce que je découvre au fil de mes recherches, c'est qu'il y a des failles dans l'IA. Les algorithmes peuvent aussi continuer à apprendre en fonction de ce qu'ils découvrent. Ça fait en sorte qu'on est dans une sorte de spirale infernale. Ces algorithmes-là sont entraînés à reconnaître nos impulsions et ces impulsions-là, en ce moment, ça mène à du contenu misogyne. On est dans une dynamique de compétition tellement féroce, peut-être qu'on ne porte pas suffisamment attention à certains risques. Comment tu t'es rendu compte qu'il y avait des faux nus de toi qui circulaient dans ton école? Un de mes amis qui m'a texté me dit ouais, il y a des photos qui circulent, puis t'es dedans. Elle n'était pas la seule qui avait été touchée. Il y avait été 10 filles qui avaient été touchées. J'ai décidé de rencontrer les plus grands experts dans le domaine pour qu'ils m'aident à comprendre c'est quoi le problème. Et voilà, ça c'est ton produit, ton bébé, on peut dire. Mon bébé, oui. Et celui de plusieurs autres personnes. C'est ça. Réalisatrice, Myriam Berthelet, la recherchiste et co-scénariste, Ariana Bardessono. Je les mentionne parce que c'est vraiment un travail collectif. C'est vrai, elles sont incroyables. J'ai eu la chance de les rencontrer. Donc, j'ai quelques questions que j'avais préparées à l'avance, justement. Mais on peut peut-être aussi parler de ton rôle à toi, hein? Ah oui? Dans le documentaire, non? Ah oui, c'est vrai, je dois prendre ma place et je ne le fais pas. Vous regardez? Ah! C'est allumé, ça? M'entendez-vous? Oui, OK. Oui, OK. Bien, est-ce que je peux me permettre? Ben oui! Mais l'idée du documentaire qui a été diffusé donc à Télé-Québec l'automne dernier puis qui a été rediffusé, ce que je comprends là, ces jours-ci à Savoir Média, mais en passant, si ça vous intéresse, il est disponible gratuitement en ligne sur le site de Télé-Québec. C'est facile à trouver. IA, l'angle mort, Télé-Québec, vous allez le trouver, c'est gratuit. Donc, c'est un documentaire d'environ 1 heure. Puis l'idée, c'était de présenter les risques que l'IA perpétue et même aggrave la discrimination envers les groupes qui ont été historiquement marginalisés, donc les femmes notamment, mais aussi les minorités culturelles, les personnes issues de l'immigration et ainsi de suite. Puis, c'est un peu abstrait comme sujet dans le sens où les biais, ça existe dans notre esprit, ça existe dans l'intelligence artificielle, mais c'est un petit peu difficile à démontrer. Puis, dans notre documentaire, on a réuni plusieurs des plus grands experts au Québec sur cette question-là, mais on cherchait une manière de le démontrer concrètement. Et grâce au contact puis de notre recherchiste et co-scénariste Ariana Bardessono, on a fait la connaissance de Stéphania. Et Stéphania a accepté de jouer le jeu avec nous puis de s'installer à l'écran, donc devant la caméra avec un ordinateur pour nous démontrer comment les biais sexistes, comment le contenu
sexualisée, voire misogyne, se manifeste dans les réseaux sociaux. Et on a aussi fait une expérimentation d'hyper-trucage, donc de deepfake. Donc, Stéphania, c'était merveilleux que tu participes à ce documentaire-là puis que tu acceptes de faire cette démonstration-là avec nous puis de nous montrer pas à pas, OK, quand on crée un compte, là, tu m'arrêtes, hein, parce que là, je vais partir, je suis partie là. Mais quand on crée un compte vierge sur un réseau social comme Instagram, donc avec aucune autre information que le genre de la personne qui est abonnée. Donc, tout ce qu'on disait, et c'est tout toi qui as fait ça, là, qui a préparé ça pour nous. Donc, Stéphania a créé un compte vierge sur Instagram d'un garçon de 15 ans. Et par rapport à ça, on avait aussi un téléphone qui était totalement nouveau. Donc, avec une connexion Internet totalement nouvelle. C'est ça. Donc, il n'y avait aucun historique de navigation, aucune autre donnée que le fait que la personne qui s'abonnait, c'était un garçon de 15 ans ou une fille de 15 ans. Et en naviguant, je ne sais pas si on a prévu de le montrer ou pas. Non. Non, on ne va pas le montrer. Mais en naviguant, à partir de ces comptes vierges, en quelques minutes, c'est ça. On a commencé à voir un peu les images que vous avez vues dans la vidéo. Donc, on a commencé avec juste quelques filles. C'était du contenu, on peut dire, normal au départ. Ce n'était pas trop poussé. Après, on a commencé à voir des filles qui dansaient d'une façon très sensuelle. Et après, on a commencé vraiment à voir des actes sexuels ou des répliques, des reproductions. Parce que quand même, Instagram a des filtres pour... pas toujours, ils ne fonctionnent pas toujours, mais bon. Et ça, c'était passé après entre 5 et 8 minutes, je pense, d'utilisation de Instagram. Minutes, là. Oui, c'est ça. Et aussi, donc tout ce que tu faisais, c'est que tu faisais défiler le contenu. Donc ça, c'était dans la section « Explorer » de Instagram où on nous suggère des vidéos. Donc, tout ce que Stéphania faisait sur ses faux comptes de jeunes garçons, c'est faire défiler le contenu, mais sans interagir. Donc, elle n'a pas liké, elle n'a pas cliqué, elle a seulement fait défiler. Et plus ça allait, sans aucune autre interaction, plus le contenu qui lui était présenté était suggestif, sexualisé puis dégradant pour les femmes. Donc, c'était saisissant comme démonstration. Puis le pendant féminin, qu'est-ce que le compte de la fille voyait? Justement, il y avait tous les stéréotypes. On commençait avec les chats et les chiens. OK, ça va. Ça c'est quand même, ça fait du bien à n'importe qui. OK. Mais ensuite, on avait comment vous pouvez nettoyer votre maison en 5 minutes. Quelles sont les astuces que vous pouvez utiliser? Après, il y avait des choses du genre comment on peut être belle et féminine aussi. Quels sont les vêtements qui vont plaire à votre amoureux. Il y avait tous ces genres de choses. On avait vraiment une vision qui était stéréotypée, 100%. Et honnêtement, la chose pour moi, c'était dérangeant, c'est que moi, je n'avais même pas demandé ça. Et je suis quand même l'utilisatrice de cette plateforme-là. Donc, on m'oblige un peu aussi déjà à recréer certains schémas que je n'avais même pas. C'est sûr que moi, j'ai quand même un âge qui me permet quand même de dire, OK, je comprends quel est le jeu ici, mais vous pouvez imaginer quand on a des gens de 11 ans aussi, de 12 ans, qui vont juste voir ça, qui vont penser, OK, c'est ça la société où on vit, c'est normal, OK. Et c'est justement, on avait vu qu'après, il y a des applications pour... jouer avec la sensualité des femmes sans qu'elles le sachent en plus. Est-ce que tu veux en parler un peu? Oui, on a vécu un beau moment. Oh oui, je m'appelle... Mon Dieu! Donc, l'autre chose qu'on a faite, parce que dans notre documentaire, on a rencontré une jeune fille, une adolescente, dans une école secondaire de la Rive-Nord de Montréal, qui a découvert que ses camarades de classe faisaient circuler une fausse photo nue d'elle. Donc, un deepfake, ce qu'on appelle en français un hyper-trucage. Donc, ses amis
ses amis de gars, là, ses amis garçons à l'école, avaient créé des faux nus d'elle et d'au moins une autre fille et faisaient circuler ces images dans son école et même dans d'autres écoles. Donc, on a rencontré cette jeune fille et sa mère qui nous ont raconté ce qu'elles ont vécu. Puis, on a décidé de faire le test nous-mêmes pour vraiment comprendre qu'est-ce que ça fait. On le soupçonne, on s'en doute. Mais moi, j'ai décidé de me prêter au jeu. Puis, Au départ, tu étais un peu plus sûre. Quand tu as vu les résultats et la rapidité, ouais. tu as dit « Oh, OK! » Oui, c'est ça. C'est comme « ha, ha, ha », on va faire le test pour voir. Puis, donc, Stéphania était avec moi à ce moment-là. Elle avait préparé, donc, elle avait choisi des milliers, des centaines de milliers, j'imagine, d'applications de deepfake qui permettent de dénuder quelqu'un. Donc, on a fait le test ensemble. On est allé prendre ma photo de profil sur Facebook, qui est publique. On l'a téléversée dans l'application et ça a pris 10 secondes. Oui. Et j'ai vu un faux nu de moi créé par cette application. Et honnêtement, j'ai eu un choc. Ben oui. J'ai eu un choc. Puis je me suis prêtée au jeu totalement volontairement, puis je l'ai choisi. Il y avait une utilité, mais de voir cette photo, ce avec corps ton d'actrice visage. porno avec Ouais. ma face par-dessus, et c'était tellement réaliste. C'est ça qui était frappant. Ça avait l'air vrai, mais c'était pas mon corps. Puis moi, je veux dire, oui. Parce que justement, avant, quand on essayait de faire, peut-être pas avec ces sujets-là, mais en général des photos qui étaient modifiées, on les voyait. On les voyait bien qu'il y avait quand même des choses, bon, c'était pas réel. Mais dans ces cas-là, on disait, OK, on ne voit pas les changements dans la peau, c'est pratiquement parfait. Bien sûr, on le voit que c'est quand même un corps qui est stéréotypé. Mais par contre, c'est nous qu'on le sait qui est stéréotypé. Mais quelqu'un d'autre qui ne connaît pas elle, on ne le sait pas. Et donc, vous pouvez imaginer à ce point-là, si vous êtes dans votre école ou dans votre job et qu'à un moment donné, il y a des photos comme ça qui circulent, déjà que les personnes, la plupart des fois, ils ne vont pas vraiment penser est-ce que c'est vraiment elle et tout ça, ils vont déjà aller dans les jugements, mais quand même, ils sont aussi poussés avec une qualité et une rapidité, et aussi on a vu qu'on pouvait, si on voulait, faire aussi des vidéos avec des actions. Oui, il y avait des options. Oui, c'est vrai. Donc, on aurait pu préciser qu'on voulait créer une photo de moi en train de faire certains gestes sexuels. Donc, il y avait un menu, carrément un menu déroulant. Donc, puis ce qui était saisissant, c'est que, tu sais, de te dire, OK, mais n'importe qui peut faire ça. Je veux dire, n'importe qui, là, vous avez du temps à perdre, puis que vous êtes, je sais pas, une mauvaise personne. Vous pourriez, en fin de semaine, aller chercher ma photo Facebook, puis faire ça. Alors, je vous suggère de ne pas le faire. Non, faites pas ça. Déjà, mais aussi au cas où, de ne pas faire en toute manière, parce que normalement, les photos, déjà, vous n'avez pas une politique de privacy, donc vous ne savez pas combien de temps la photo va rester. Et les serveurs, normalement, ils ne se trouvent même pas au Canada. Donc, on n'a aucune possibilité de modifier. Et on ne sait pas qui y a derrière, en plus. Donc, on ne peut pas dire, OK, je vais faire une lawsuit à cette personne-là. Non, on ne le sait pas. Ce qui les rend encore plus dangereux. Et dégoûtant. Ouais. L'effet que moi, ça m'a fait, c'est ça. Je me suis sentie... j'avais vraiment l'impression de vivre une forme de violation, auto-infligée dans ce cas-ci, mais c'était vraiment troublant de... C'est difficile à expliquer, en fait. Je revis ce qu'on a vécu pendant le tournage où j'étais juste comme... Aïe, 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 aïe. J'avais la difficulté à expliquer ce que je vivais, mais c'était comme... C'est un mensonge, puisque c'est pas mon corps, et une violation, puisqu'on m'a dénudée, mais on a dénudé un corps qui n'est pas le mien, donc ça fait vraiment une drôle d'impression. Et de mon côté, c'était
j'ai dû faire la personne qui décide de faire certaines actions, que justement c'est vraiment l'opposé de moi. Et j'ai vraiment senti, d'un côté, j'avais peur, parce que je me suis dit, n'importe ce que je vais faire ici, j'ai aucun contrôle vraiment. Donc déjà, il y a ça. Et après, j'ai ressenti un peu de honte aussi, parce que je me suis dit, OK, aujourd'hui, on va faire ça. Je sais que quand même, ça t'a provoqué certains sentiments, même si on les savait. C'était quelque chose qu'on avait choisi. Mais je me suis mis aussi dans la tête des gens qui ont vécu ça. Et je me suis dit, mais comment on est arrivé à utiliser une technologie que moi j'adore, j'ai basé toute ma vie sur ça, pour faire ce genre de choses. Et justement, j'avais une question pour toi, que c'était, aujourd'hui on est en train quand même de parler de lois, de règlements, on est encore loin quand même, mais si tu peux penser à une loi, à une norme que tu voudrais de demain qu'elle soit active, quelle pourrait être? Ben, l'interdiction des sites et applications d'hypertrucage sexuel. L'Union européenne vient de l'annoncer. Là, ça m'échappe s'ils ont annoncé qu'ils allaient le faire ou si la loi est déjà entrée en vigueur, mais l'intention est claire que l'Union européenne va interdire les hypertrucages pornographiques. Me semble que c'est la base. Parce qu'au Québec, il y a une nouvelle loi qui est entrée en vigueur l'an dernier qui permet à une victime d'images pornographiques qui ont été partagées sans notre consentement, et ça inclut les hypertrucages, donc ça inclut les deepfakes pornographiques. Donc, ça permet à une personne, à une victime, de réclamer, de s'adresser à un juge, en fait, d'urgence, pour qu'un juge ordonne le retrait de ces images-là. Et ça inclut les personnes qui ont créé le site, ça inclut on peut s'adresser aux personnes qui hébergent le site, aux entreprises, là, et aux personnes qui ont créé les images. Donc, mais ça, c'est après coup. Puis on sait bien que, une fois qu'une image est... Une fois que c'est sur Internet, c'est sur Internet. Ben oui, comment s'assurer qu'elle est entièrement retirée? Mais donc, pourquoi est-ce qu'on... Comment ça se fait que ces sites-là, à la base, sont permis? Ça me dépasse. C'est ça. On parle d'angle mort de nos gouvernements, mais ça, c'en est un. Oui. N'importe qui travaille dans ces milieux-là ou qui a réfléchi à la condition des femmes ou à la violence envers les femmes va se dire, wow, c'est pas neuf, là, les deepfakes quand même. Ils sont beaucoup plus sophistiqués aujourd'hui, puis c'est ça qui est troublant. Mais ça fait quand même des années que ça existe. Donc, quelqu'un aurait dû cliquer, ça s'en vient, puis agir en amont pour les interdire. En tout cas. Moi, je pense que c'est compliqué parce que justement, ces sites web, ils sont hostés dans des serveurs qui n'existent pas sur ce territoire-là. Donc déjà, on n'a pas le contrôle. Et de l'autre côté, je pense qu'on entre dans une subtilité qui est, c'est très, très challengeant. C'est-à-dire, imaginons que quelqu'un va dans ces sites-là et qu'on va obscurer en disant « Non, tu ne vas pas utiliser ces services-là ». D'un côté, on va protéger, c'est sûr, mais il y a toujours le peur, est-ce qu'on va utiliser ce genre de choses sur d'autres choses, on va limiter les libertés. Donc c'est aussi une discussion qui est pas simple, c'est qu'on voit toujours dans l'éthique, en général, dans l'éthique de l'IA aussi, c'est que quand même il faut toujours penser jusqu'à quel point on va guider. Mais c'est sûr que moi, je pense aussi, honnêtement, surtout quand je repense à ce qui se passe dans les écoles, certaines fois, honnêtement, aussi dans les milieux de travail. Bon, bien sûr que je ne pense pas que les personnes qui font ça soient innocentes 100% ou coupables 100%. Certaines fois, honnêtement, je travaille avec beaucoup de gens qui utilisent l'intelligence artificielle. Certaines fois, on n'a pas encore développé qu'est-ce que ça veut dire l'utiliser. Quels sont vraiment les impacts, les conséquences. Ça semble, OK, c'est juste une blague, c'est un joke. On ne se rend pas compte que déjà, quand même, tu es en train de faire quelque chose qui va blesser quelqu'un, mais qu'en plus, ça va rester
en ligne, qu'on n'a plus de contrôle après pour faire n'importe quoi, c'est ça que selon moi, il faudrait vraiment, il faudrait commencer à sensibiliser et dire, OK, il faut faire attention à ça. Et ça, ici, c'est vraiment quelque chose d'extrême. Mais quand on va utiliser l'IA pour créer nos images ou nos textes, c'est aussi de se rendre compte que ces biais-là, ça existe. C'est de s'arrêter un moment et dire, est-ce que c'était vraiment ce que je voulais penser? Est-ce que je suis en train vraiment de parler à tout le monde ou est-ce que je suis juste en train de suivre un flow qui n'est même pas le mien? Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on est en train de bâtir, mais qu'il faudrait bâtir de plus en plus partout, dans les écoles, dans le milieu de travail. Aujourd'hui, ici, on va avoir des conférences sur ça. Donc, c'était une expérience, la nôtre. Oui, mais c'est intéressant ce que tu dis sur le fait qu'il faut faire attention à ce qu'on interdit parce qu'à partir du moment où on demande au gouvernement de contrôler ce qu'on peut faire avec une technologie, ben on ouvre la porte à des limites à la liberté d'expression. Mais fondamentalement, pour moi, les deepfakes pornographiques, moi, je le vois, ouais, c'est ça. Je vois comme une nouvelle forme de violence sexuelle, en fait, qui est facilitée par l'IA. Puis, on a vu cette semaine, peut-être que vous avez eu l'occasion de prendre connaissance de cette enquête de CNN qui a été dévoilée ces jours-ci, qui dévoile l'existence, là, je déborde un peu du sujet, mais pas tant, qui dévoile l'existence d'un site qui permet aux hommes de s'échanger des conseils et des stratégies sur les manières d'agresser sexuellement des femmes sans être sans se faire prendre et parfois même leurs propres femmes à leur insu. Et en un mois, il y a 62 millions de visites sur ce site-là. Donc, en un mois, 62 millions de visites sur un site qui apprend aux hommes comment violer des femmes ou leurs femmes. Tu sais, fait c'est pas juste une interdiction du gouvernement qui va régler le problème, c'est comme tu dis, une question fondamentale d'éducation. De la société. Je comprends pas, là, tu sais, c'est comme... Oui, c'est ça. C'est que ça semble certaines fois qu'on perd vraiment la réalité des choses. Donc, je pense qu'on arrive vers la fin. Est-ce qu'il y a des questions par le public? Je sais que la thématique, ça pourrait être un peu grand. Oui, tu as une question. Bon. Il y a un microphone là, mais tu peux prendre les miens. Merci Stéphania. Bonjour. 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 Je sais que, comme vous dites, le sujet est assez délicat et très sensible, mais moi je pense que par rapport en fait à l'idée qu'on soit ici comme femme, je pense qu'il faut qu'il y ait aussi, à partir du moment où il y a une présence prédominante des femmes, peut-être qu'il y aura moins de ces attaques-là. Le fait que les hommes soient prédominants dans des secteurs de la technologie qui fait qu'on arrive à ce que les gens puissent se voiler derrière des lois et des actions juste pour se faire protéger. Ça, c'est pour le premier. Mais pour la première question, moi, je ne suis pas d'accord sur le fait que la liberté d'expression arrive au point où on est derrière aussi, on blesse des gens. Donc, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire une loi aussi qu'à partir du moment, même si c'est une liberté d'expression, mais qu'on blesse aussi d'autres personnes, il faudra qu'on protège aussi ces gens-là. Parce que je pense qu'eux aussi, ils sont filmés peut-être à leur insu. Oui, puis, tu sais, dans la liberté d'expression, elle n'est pas sans limite non plus au Canada. Là. Elle est limitée. Il y a des lois qui la limitent dans certains contextes. On ne peut pas avoir... à un moment donné, il faut être... on peut avoir des propos haineux, on ne peut pas faire de la diffamation. Donc, il y a des limites à la liberté d'expression. C'est un fait. Merci à toi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui, merci avec le microphone. Et donc, déjà, je vais te remercier. Merci à toi. C'était un plaisir. Et selon toi,
cet espace-là, comme celui-là d'aujourd'hui, comment peuvent contribuer vraiment à améliorer la situation. Je ne vais pas résoudre. C'est un peu compliqué de résoudre, mais au moins améliorer. Bien, déjà, d'ouvrir la discussion, c'est super important. Puis d'ouvrir la discussion, se conscientiser à ces sujets-là, parce que comme tu le disais si bien, on utilise l'intelligence artificielle sans avoir toujours conscience des répercussions. Mais aussi de se réunir en personne pour constater qu'on n'est pas tout seul à se préoccuper de ces questions-là, puis que quand on se met ensemble collectivement, bien, on peut avoir une voix, puis on peut changer les choses. T'sais, aux dernières nouvelles, les États sont souverains. Aux dernières nouvelles, les entreprises sont soumises aux lois des États. T'sais, là, on se comporte comme si, c'est comme ça, hein, les géants de la technologie. Ben non, les États sont souverains et adoptent des lois auxquelles sont supposés être soumis les géants de la technologie. Donc, des fois, on perd ça de vue, peut-être parce qu'on est tellement obnubilés, chacun dans notre bulle devant notre téléphone. On perd de vue notre force collective, puis les femmes aussi perdent de vue leur force collective. On est 51 % de la population. Arrêtons d'être gênés de parler des enjeux qui nous touchent, n'est-ce pas? Réclamons d'avoir une voix au chapitre puis d'être assises à la table sans s'excuser. Et aussi, juste se rappeler toujours d'une chose. Ah, vas-y. Même s'il y a les géants de la technologie, nous, on est en train de donner nos données. Et sans nos données, ils ne peuvent rien faire. Donc ça, c'est une chose qu'il faut toujours se rappeler de ça. C'est une autre forme de pouvoir, ça. Oui, c'est notre pouvoir. Avant, c'était l'argent. Maintenant, ce sont les données. Donc, voilà. Je te remercie. Merci, Stéphania. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.